Qui aurait pu prédire ? Quand on monte dans un avion, on va pas expliquer au pilote de l'avion comment il faut qu'il pilote l'avion. Sauf si on est soi-même pilote. Bon, c'est ce que j'ai dit. Je l'ai dit. Une bonne vieille viande ici chez nous. Le 1000e tour commence ce soir. Je les invite à faire preuve de la plus grande modération en matière de versement de dividendes. Eh bien bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du 1000e tour. J'ai failli oublier le nom de mon émission, c'est dire mon état de fatigue encore une fois. Je suis avec deux invités aujourd'hui que je vais vous présenter tout de suite. Des invités qui sont à distance aujourd'hui, nous faisons ça... ambiance 2020, ambiance bonne webcam. À ma gauche, il y a Célia, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu, Célia ? Ça va. Déjà mieux que pas mal de personnes, mais non, ça va. Il a fait beau, donc moi, ça va. Mais c'est vrai que là, ça fait un peu ambiance 2020. Olivier Véran, ministre de la Santé. Édouard Philippe, Premier ministre. Édouard Philippe, Premier ministre. Ouais, c'est vrai que ça... Pas un bon revival, mais ouais, c'est vrai. En plus, cette semaine, c'était la date anniversaire du confinement, pardon. Oui, c'est vrai. Oui, 4 ans. Joyeux anniversaire. Oui. Joyeux anniversaire. Donc, voilà, on refait un petit peu un revival comme ça. Alors, c'est deux invités qui sont déjà venus dans le 1000e tour, donc on est tranquille entre connoisseurs. Ma deuxième invitée, c'est Arwa Barkala. Salut. Salut. J'espère que ça va. Ben oui, ça va. Ben, j'espère que ça va toi. Je t'ai même pas demandé si ça allait. Moi, ça va. Je suis très fatiguée en ce moment, mais il y a les présidentielles là, qui arrivent dimanche. Enfin, le scrutin, le premier tour du présidentiel du Sénégal qui arrive dimanche. Donc, voilà, il va falloir que je vous raconte. J'ai hâte de vous raconter. Ben oui, on va en parler. On va parler du Sénégal. Et c'est pour ça que je voulais t'inviter dans cet épisode. Là, tu es actuellement à Dakar. Oui. Clairement correspondante du 1000e tour à Dakar. Ça, c'est... Ah oui. Ah, c'est pas faux. C'est pas mal, hein. Ouais. Ça la classe. Quand on a préparé un petit peu l'émission et qu'on voulait voir un peu comment s'organiser, t'as lâché vaguement l'idée avant de te rétracter en disant non, trop galère, d'aller dans les studios de la BBC pour enregistrer. Je me suis dit, ok, galère, mais un peu classe quand même si t'avais fait ça. Moi, j'aurais été en direct, j'aurais dit à tout le monde, j'étais à la BBC. Ouais. Ah ouais. Alors là, oui, j'ai proposé, mais bon. En fait, il faut quand même que je demande l'autorisation. En règle générale, c'est plutôt tranquille, ils disent plutôt oui. Donc, mais là, en fait, ça aurait été galère parce que faudrait aller là-bas. En plus, c'est on enregistre au moment de la rupture du Ramadan. Donc, pour moi, c'est un peu compliqué. Et voilà, quoi. Puis même d'être dans un bureau. Un ordinateur à la maison, la ça prochaine marche fois, très bien. Ouais. La prochaine fois. Donc voilà. Mais attends, t'as pas bien présenté Célia pour ceux qui savent pas qui est Célia. Mais, sociologue, tout simplement. J'allais venir un peu aux présentations détaillées. Depuis 2 semaines Non, mais c'est vrai que c'est un titre auquel je n'étais pas habituée. Donc non, mais Célia, comment dire, Célia a travaillé déjà, et ça c'est pas mal. Tu as en fait, on a parlé, enfin ton travail a été repris dans quelques articles, parfois en te citant, parfois en te citant pas. Oui. Hélas, mais ça à la limite, voilà. Parce que tu tiens un blog depuis quelques années avec on va dire des périodes d'activité, d'inactivité. C'est un peu ton side project qui s'appelle À la TV sur ma TV. Exactement, qui est une référence à un rappeur déchu aujourd'hui, mais voilà. Ah, c'est quel rappeur? Pardon, c'est celui du 92, celui avec qui il ne faut pas trop faire d'eye contact sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est celui-là. Mais oui, effectivement, c'est un blog que j'avais lancé à la base quand je devais reprendre mon doctorat. Mon doctorat qui est un running joke dans mon entourage, tellement je le reprends, je l'arrête, je le reprends. Et effectivement, là, ces derniers temps, j'ai analysé la couverture médiatique de ce qui se passe à Gaza, notamment dans les JT de France 2, TF1 et M6. Et le résultat a été que Gaza n'était pas traité du tout. Ce qui m'a valu d'être pris dans Arrêt sur l'image notamment et RFI, sachant qu'Acrimed avait déjà fait un très beau travail là-dessus, mais en se concentrant sur les chaînes d'infos en continu et pas forcément que sur les JT. Et sachant que les JT sont quand même la principale source d'information des Français, c'est relativement inquiétant. Donc voilà.
Et je continue. Il y a toujours un peu le côté grande messe du JT, effectivement. C'est-à-dire, les chaînes d'infos continues sont très regardées, mais c'est un peu du fond. C'est-à-dire que pendant qu'on est en cuisine, il va y avoir BFM en fond vite fait. Exactement. Mais par contre, au repas, ça met le JT et ça le regarde à fond, quoi. C'est ça, et en fait là-dessus, moi je prends toujours exemple exactement sur ma mère. J'avais parlé de ma mère dans ton premier podcast, je vais en parler. Effectivement, c'est un peu ma référence dans la mesure où elle, le JT de 20h de France 2, elle le regarde, quoi. Et je sais que c'est pas sa source principale d'information, mais c'est quand même une source importante. Et que oui, il y a quand même cet aspect-là. Alors peut-être moins, sans faire de préjugés, mais peut-être moins dans les grandes villes. Mais en tout cas, oui, dans le reste de la France, le JT... notamment celui de TF1, je vais rajouter malheureusement, reste quelque chose un support essentiel d'info en fait. Donc voilà. Je me suis remise à regarder le JT TF1 parce que pendant très longtemps je ne l'ai pas regardé, je n'ai même jamais regardé. Quand j'étais petite, c'était interdit de regarder. Et genre de famille. Ah oui, ma mère elle hurlait quand elle entendait le générique bien anxiogène, change-moi ça. Voilà. Donc voilà. Et j'ai compris pourquoi, je comprends pourquoi maintenant à 31 ans, mais oui, non, c'est... les infos dispensées dans ce journal télévisé, c'est dramatique, quoi. Et encore, c'est celui de 20h. C'est 13h et ouais, celui de 20h qui est plus... Celui de 13h est toujours un peu plus magazine, un peu plus reportage sur les Charentaises pour caricaturer. Oui, Jean-Pierre Pernaut, Coded. Ouais. Et du coup, pardon. Vas-y, pardon, ouais, je voulais juste demander, en fait, pourquoi est-ce que tu trouves le JT de TF1 pire que France 2 ? Parce que moi, j'ai une opinion inverse. Ah ouais ? Ouais. Alors, ça va dépendre, mais France 2, il a grave baissé en qualité. Ça, par contre, c'est indéniable par rapport à quand on était plus petit, enfin, même avant. Mais France 2, déjà, il y a plus de sujets par rapport à celui de TF1. Il y a plus de sujets, ok. Et ça va quand même... Alors, ça va dépendre, mais il y a quand même un tout petit peu plus d'international. C'est pas non plus la folie, mais un tout petit peu plus. Sur France 2 ça reste, sur France 2, un tout petit peu plus que sur TF1. Okay. TF1, ils peuvent passer des 20 heures sans sujets internationaux. Le reste du monde n'existe pas du tout. Étrangement, celui d'M6 aborde plus la partie internationale, mais c'est beaucoup plus court. Mais France 2, les sujets sont peut-être un peu plus profonds et peut-être un peu plus approfondis que TF1. Ce que je disais justement avant qu'on commence, là, ils ont passé 3 minutes la semaine dernière sur la revanche des fromages à pâte molle, quoi. Et c'est un vrai sujet de fond. Voilà, c'est un vrai sujet de les fromages à pâte molle se vendent mieux que les autres fromages. C'est pour ça que je veux jamais bosser là-dedans. Avec le fromager qui a interrogé tout ça. Enfin, sur France 2, ils en sont quand même pas là, même si la dernière fois, ils avaient quand même fait un sujet de 2 minutes sur Taylor Swift, où j'ai pas du tout vu l'intérêt. Ils ont essayé de mettre un aspect un peu sociétal. Attention sur le sujet Taylor Swift avec Arwa. Alors, j'ai rien dit sur Taylor Swift parce que j'ai raté le train Taylor Swift, mais je ne juge pas ceux qui sont montés dedans. Mais là, pour le coup, le sujet n'avait pas grand intérêt. Voilà, ils ont essayé de faire un pseudo-aspect sociétal, mais qui ne fonctionnait pas. Donc, du coup, voilà. Mais je respect à la série des génériques. Non, moi, j'ai pas de respect, mais je suis fan quand même. Oui, je comprends. Je suis passée à côté. Et pour faire un petit virage sur le sujet, parce que j'y pense là, parce que vous compariez TF1 et France 2, et notamment tu parlais, Célia, de la couverture de l'international. En fait, je me disais, France 2, de par l'aspect vraiment large de France Télévisions, a peut-être plus de correspondants, etc. Du coup, ça me faisait penser, est-ce que vous avez suivi un peu ce qui est devenu LCI depuis 2 ans ? Parce que ça, c'est un truc... Parce que c'est pas du tout une chaîne que je regarde, LCI. Et en fait, j'ai découvert... Mais non, mais tu rigoles. Non, j'ai découvert le virage qu'a pris LCI. Oui, c'est voilà ce que je m'attendais à ce que tu dises. Toi, Arwa, tu vois de quoi je veux parler ? Alors non, justement, parce que le truc, c'est que moi, ça fait au moins... ça fait 12 ans que je suis journaliste, ça fait 7 ans que j'ai éteint la télé. Et en fait, quand je reviens en France... Non, mais quand je reviens en France, je découvre des trucs. Par exemple, il y a une année, je suis rentrée et je fais, mais c'est quoi TFX ? C'est quoi TFX ? C'est des chaînes qui se rachètent, qui changent de nom. Ouais, c'est ça. Et là, je suis vraiment aux fraises et je me dis, c'est quoi TFX ? C'est vraiment un truc ou... C'est un truc du câble, NT1, je crois. En fait... C'était NT1 qui est devenu TFX. Ouais, c'est ça. T1, ouais. Mais en tout cas, LCI, pour revenir à LCI, en fait, LCI, ils se sont spécialisés, mais vraiment spécialisés sur le conflit en Ukraine.
Oui, c'est exactement ça. Vraiment. Ouais. C'est-à-dire que en fait, si tu allumes LCI, tu as vraiment 9 chances sur 10 de tomber sur un traitement du conflit en Ukraine. Ils ont un nombre de correspondants là-bas, d'envoyés spéciaux qui est hallucinant. Et c'est vraiment... Mais tu arrives sur le truc, tu arrives sur la chaîne avec des bandeaux, mais des trucs... Enfin, tu as l'impression que tu es dans un entre-soi de gens qui sont très très informés sur le conflit. Et c'est genre, tu as des bandeaux avec marqué Kiev, 2 points... vente des M34 Bulldozer 312X, où en est la livraison, avec une carte et tout, et t'es là en mode ah ouais d'accord, c'est-à-dire que là ils sont, mais voilà. Oui. Non, c'est ça, il y a lui, c'est ça, non, et on oublie souvent LCI, parce que c'est soit l'Ukraine, soit David Pujadas, il n'y a rien d'autre sur LCI. L'émission qui va un peu plus parler d'actu française, c'est le truc de Pujadas le soir, mais sinon le reste du temps, c'est vraiment des sous-généraux de l'armée ukrainien francophone qui va expliquer des trucs méga techniques avec des cartes et tout, et je me dis ah ouais d'accord, c'est vraiment ça. Et j'ai bossé à un endroit où il y avait j'ai bossé à un endroit où il y avait la télé genre sans le son dans un coin avec LCI toute la journée, et en fait dès que je regardais c'était ça, mais bref. Ah non, mais c'est tout à fait possible. Oui, parce qu'en plus on le compte et on le compte très peu dans les chaînes d'infos continues. On va compter BFM, on va compter CNews, mais ça qu'LCI, tout le monde s'en fout, enfin c'est vrai, mais tout le monde s'en fout. Et c'est vrai que à chaque fois, c'est l'Ukraine. Et avant c'était le gouvernement. C'est-à-dire qu'il y avait des gens inconnus du gouvernement qui étaient invités que à LCI. Voilà, c'était impressionnant. Je sais pas comment fonctionne LCI. Ah ouais. Mais oui, c'est très particulier. Je ne connais pas le business model. Mais le truc, c'est qu'avec Pujadas, en plus, en fait, je pense que Pujadas doit avoir une bonne équipe rigole juste parce qu'on a prononcé le nom Pujadas. Hein. C'est la carrière de David Pujadas pour moi. Il y a lui, Laurence Ferrari, c'est incroyable. Vraiment, c'est vraiment des chiens de garde. C'est un truc de fou. En fait, l'équipe de Pujadas, je pense qu'ils ont ils coupent bien les séquences, etc. Parce que même quand il y a Rokhaya Diallo qui passait en face de Caroline Fourest et tout, maintenant c'est Caroline Fourest qui parle toute seule. Et en fait, elle sort des dingueries depuis le 7 octobre. Et genre, il n'y a personne pour la stopper. Et genre, Routel Krief aussi, elle sort des dingueries. Franchement, mais genre... C'est vrai que j'avais une bonne opinion de Routel Krief à la base. Pas trop mal, quoi. Quand elle a viré sur BFM TV, là, c'est bon, j'ai dit ok, ciao. Mais avant, ça allait, quoi. Elle était pas... Elle était sur BFM, elle était vraiment sur BFM TV depuis le début, jusqu'à il y a 2-3 ans. Ouais, c'est ça. Elle a vraiment fait le lancement de la chaîne, et avant ça, elle était sur iTélé, non? Sur TF1, je crois. Ah oui, ok. Elle était chez TF1 ou elle s'est justement quand c'était privé. Je sais plus, mais c'était le groupe TF1, oui. Mais oui, après, moment de bascule, quand elle a interrogé Balkany dans sa maison, en Normandie, avec les tableaux volés derrière, enfin, c'était incroyable. Les tableaux. Big tableau qu'il n'a pas le droit d'avoir, enfin. Mais c'était incroyable. Mais oui, non, LCI, mais Caroline Fourest, il me semble qu'elle a une émission sur LCI. Enfin, il me semble qu'elle a sa chronique, enfin, c'est à elle. Oui. Mais je ne sais pas qui regarde LCI, Et tu sauras que les gens qui sont des nerds du conflit en Ukraine peuvent aller sur LCI vraiment pour savoir où sont positionnées exactement les troupes, quels sont les positionnements des porte-avions dans la mer Noire. Enfin, c'est des trucs bien précis. Et il y a aussi une espèce de... Maintenant, il y a des tranches bien identifiées chez LCI. Ça, c'est ça que je vois à chaque fois que je reviens en France. Il y a des tranches bien identifiées. Donc moi, j'ai en tête tout de suite aussi Darius Rochebin. Oui, c'est vrai, l'ancien présentateur emblématique du journal télévisé suisse, qui s'est mis... Bon, étrange. Pourquoi pas. Non, mais donc voilà, à la TV sur on parlait de LCI. Le comptage que tu avais fait, on en a parlé vaguement dans un épisode récemment du 1000e tour de ce que tu avais fait. Et donc c'était un comptage sur une semaine, et sur une semaine, sur 2 JT combinés, tu avais compté 5 minutes en tout et pour tout sur le sujet Gaza, quoi. Ah, ça, c'est Arrêt sur Image qui a compté 5 minutes la semaine d'après. Voilà. En fait, nous sont un peu mélangés. C'est que moi, j'avais vraiment fait sur une semaine, et une semaine assez cruciale qui était donc les audiences à la haie suite à la plainte de l'Afrique du Sud, et en plus les 100 jours
de bombardement sur Gaza, et c'était que 29 secondes qui avaient été accordées à Gaza en tout. D'accord. Et après ça, Arrêt sur Image, Arrêt sur Image avait fait les 2 premières semaines de février. Je sais plus, j'ai plus les dates. Je sais plus où j'habite, mais j'ai plus les dates. Et là, ça avait été 5 minutes. Et je crois que c'était que France 2 qui avait accordé un sujet de 5 minutes sur ce qui se passait à Gaza. Et là, je continue. Et effectivement, comme je te le disais avant, là, on en parle un tout petit peu plus. Là, sur une semaine, je suis à 2 minutes et quelques, et la semaine d'avant c'était 5 minutes, donc bref 7 minutes en mars, mais on en parle mal maintenant, on en parle mais mal, donc ça c'est un autre sujet. Et au départ de mon analyse, moi je pensais vraiment que ça allait être comme ça, qu'on en parlait mais qu'on en parlait mal, et tu te rendais compte qu'on n'en parlait pas du tout. On n'en parlait pas du tout, c'était voilà, c'était vraiment c'est vraiment le premier choc, voilà, c'est Ok. c'est pas joyeux mais c'est tout. Et du coup en même temps, parce que voilà, tu découvres quel sujet passe avant. Et je me souviens que la première semaine où ils accordent 29 secondes à Gaza, par contre, on a 3 sujets sur l'héritage de l'an, dont 2 sur TF1 et sur la guerre. Il y a eu une séquence là-dessus, quoi. Oui, la guerre fratricide. Ça, c'est le genre de truc, normalement, on en parle l'été s'il n'y a pas du tout de sujet, mais là, c'est clair qu'il y avait peut-être des choses à dire au-delà de ça. Ouais. C'est ça, voilà. Et un autre truc pareil sur la nouvelle recette des carambars et le nouveau clip de Djilo aussi, qui a eu 3 minutes sur M6, j'ai pas compris. Mais voilà. C'est M6, c'est un peu plus musique. M6. Il est pas pire le JT de M6. En vrai, je suis un peu... En vrai, je trouve que, je suis d'accord avec toi, ça va. Ouais, non, je trouve que c'est très court et c'est complet par rapport à la durée, quoi. Il y a un côté, ouais, il est plus court, effectivement. Il y a un côté, attention à ce que je vais dire, qui va faire hérisser certains poils. Mais moi, évidemment, en bon cuistre, le journal, le meilleur JT pour moi, c'est celui d'Arte, qui est vraiment, vraiment toujours très intéressant, très pointu sur international, etc. Mais c'est vrai que pour voir de temps en temps celui de M6, notamment chez mes parents, il y a un côté JT d'Arte plus accessible. C'est ça. Grand public. Exactement. Et au niveau d'international, pour le coup, j'ai pas grand-chose à redire. C'est traité de manière très courte, mais c'est traité. Et je me souviens d'un sujet... justement, ils ont fait un sujet sur Gaza parmi les 29 secondes, et je crois que c'est Xavier Demoulin qui le présentait, et c'est le seul qui a eu des mots plus ou moins justes, qui a bien parlé de Gaza, qui a parlé de bombardement israélien, enfin qui a été quand même assez correct. Donc M6, franchement, je l'intègre plus là dans mes analyses parce que j'ai pas le temps. Mais si c'est pas le pire, c'est vraiment pas le pire. Non, TF1 reste vraiment top 1 tout seul. Vraiment, il est... Mais je suis en train de me demander si nous, on n'aime pas M6 parce qu'en fait, on est la cible aussi. Vous êtes quoi ? On est la cible. Ah, la cible ? Oui, c'est vrai. Ouais. C'est-à-dire ? On est la génération qui consomme l'info vite, il y a une petite séquence, je crois, sur les réseaux sociaux, sur les vidéos tendances, etc., etc. Et on a besoin que ça aille vite et qu'après, on passe à autre chose, quoi. Okay. Moi, je pense qu'on est un peu la génération, alors que France 2, TF1, France 3, France 3, eux, ils sont un peu plus en avance, mais c'est vraiment les plus de 60, hein. Ouais. C'est la majorité, c'est plus de 60. Ça, c'est France 2, c'est certain. France 3, c'est certain. TF1 aussi, et Arte, il me semble que c'est 35-45, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, ça m'étonnerait pas. Mais ils rajeunissent, ils font depuis 5 ans, je pense, depuis au moins le confinement, ils font un rajeunissement de leur public, mais plutôt côté Twitch, du coup, ce qui est logique Arte, d'ailleurs. Oui, même pas que Twitch, mais je veux dire Arte, la chaîne au global, pas forcément juste sur l'information, mais oui, la chaîne au global, enfin la chaîne YouTube de Arte fait des scores incroyables et vraiment, et même sur le rap, même sur toute la musique, sur les même concerts. en général, beaucoup. C'est oui. Ouais. Mais c'est qu'après le JT, tu vas peut-être pas avoir le réflexe de regarder le JT d'Arte. C'est un réflexe après que t'as pas forcément. Et le truc aussi, c'est que... Alors moi, j'ai appris il n'y a pas très longtemps qu'en fait, Arte, ça ne marchait pas du tout en Allemagne. Et beaucoup moins. Ça marche. Il y a quand même un petit public. Moi, je regarde... si tu vas sur la chaîne YouTube de Arte DE, donc Arte allemand, il y a quand même un certain nombre de vues sur les documentaires, beaucoup moins qu'en France, et des commentaires de gens qui disent en allemand...
ah merci Arte, super documentaire, machin, tu vois. Mais oui, beaucoup moins qu'en France, ça c'est clair. YouTube, je sais pas, mais en tout cas, moi je sais de source sûre qu'en Allemagne ça prend pas Arte, donc ouais. Voilà. Pour faire une super transition à Roi sur c'est, au niveau des médias, la consommation des médias au Sénégal. Ça se passe comment entre les médias locaux, les médias internationaux, les trucs plus français ou autres? Et ben en fait ça se passe en 3 tranches. Donc il y a évidemment la population, donc on va dire peut-être la moins éduquée ou alors celle qui se trouve en campagne. Elle va regarder plutôt des chaînes comme DTV, TFM. En fait TFM c'est le groupe de médias de Youssou N'Dour. D'accord. Et ensuite il y a aussi la RTS au Sénégal. Youssou N'Dour, qui est un grand chanteur sénégalais très connu, qui a même été ministre de la Culture brièvement, je crois. Absolument. Et il est même, je crois, émissaire de l'UNICEF, je crois, ou en tout cas de structure de l'ONU. Et ambassadeur de bienfaisance, je crois. Et on a la RTS aussi, donc comme en Suisse, mais c'est la radio-télévision sénégalaise. Et il y a la RTS 1, RTS 2. Et là, c'est aussi... En fait, il y a 2 JT. Il y a 2 JT sur les 2 chaînes et plein d'autres chaînes privées après. Il y a le JT en français et le JT en Wolof. D'accord. Donc, on va dire que la couche de population un peu moins éduquée, on va dire, regarde le JT en Wolof qui est, je crois, à 19h30, si je ne me trompe pas. Et ensuite, à 20h, il y a le JT en français. Et là, il y a de la concurrence avec ils se font concurrence entre la TFM et la RTS. Là, c'est plutôt la classe moyenne, éduquée, qui va regarder, et même supérieure, en fait, qui va regarder la RTS, qui va regarder TFM, le journal en français. Alors, en règle générale, les autres personnes, elles éteignent la télé le temps du JT. Pareil pour la radio, on a une édition à 7h du matin pour la RFM, donc c'est la Radio Futur Média, qui d'ailleurs a le générique de Code Lyoko, si jamais un jour vous voulez écouter. C'est pas la matinale, je vous jure que c'est vrai, parce que j'ai connu d'abord ce générique, et après, quand j'ai entendu le générique de Code Lyoko que je ne regardais pas, je suis tombée un peu par hasard, je me suis dit, ah le bâtard. C'est le générique de la matinale de la RFM, pardon. Mais ça reste... Ils en ont rien à péter du droit d'auteur. Donc voilà. Tu penses qu'ils le chourent ou tu penses qu'ils ont vendu après une utilisation non, moi je pense qu'ils ont rien à péter. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ils ont... Alors, et donc du coup, pareil, donc il y a JT en français en Wolof à 6h30 et à 6h, je crois, et en français à 7h pour la matinale, et en français, un flash à 10h, et ensuite à midi et à 18h, un journal à midi à 18h en français pour la RFM, donc la Radio Futur Média. Donc voilà. Voilà, donc c'est plutôt... Et puis après, il y a les CSP+, et les diasporas qui consomment du France 24, des chaînes d'infos en continu, etc. C'est plutôt la diaspora qui est aux États-Unis, en France, peut-être les États-Unis vont regarder CNN et encore. Je parle pas trop du Sénégal, le CNN, mais ça va être Al Jazeera plutôt, peut-être, en anglais, et puis voilà. Et le traitement globalement de l'information dans le truc que les gens regardent le plus, ça donne quoi? Et est-ce qu'il y a une évolution aussi par rapport à ce qu'on a vu, ce qu'on constate ces dernières années d'éloignement par rapport à la France et aussi la Russie qui essaye toujours un peu plus notamment par les médias de se montrer en Afrique? Alors ça, c'est un cas hyper intéressant parce que c'est pas du tout ce qui se passe ici. En fait, ici, les gens ont vachement la box Canal+. Okay. Et ils regardent énormément, mais vraiment beaucoup, Quotidien. Et je pense que Quotidien, ils ont bien fait, durant la crise, d'avoir envoyé un reporter. Parce qu'en fait, ils font manger leurs enfants d'abord. En fait, les Sénégalais, ils ont tendance à manger tard. Souvent, ils mangent à 22h. Et les enfants mangent à 20h. Et en fait, ils se posent devant Quotidien et ils regardent Quotidien.
Et ils regardent pas trop C'est à vous ou les autres émissions. C'est vraiment soit c'est le JT. Même pas Hanouna de non TF1. plus, quoi. Pardon. Ah si, Hanouna, si. Ah, Hanouna, Si, quand même. si. Ouais. Un peu quand même. Après, je pense que ça part tellement dans l'extrême droite qu'en fait, Yann Barthès, il est là depuis beaucoup plus longtemps et les gens ont tendance à aller le regarder. S'ils ne regardent pas des programmes locaux, hein. Mais en règle générale, bon, les télés du Bled, c'est souvent le chant et la danse à longueur de journée et c'est des débats à partir de 23h. Vraiment, il y a une vie nocturne ici à Dakar. C'est une programmation, en tout cas, nocturne qui est assez présente. Donc, en tout cas, à la télé. Et oui, non, moi, j'étais très étonnée de voir aussi qu'il y a beaucoup de gens... Alors, il y a des endroits où il y a énormément d'expatriés français où tu rentres dans un bar et tu vois CNews. C'est merveilleux. Non, c'est un truc de fou. Après, les gens sont pas le matin dans les bars et tout, mais tu vois que CNews est en continu dans les bars, notamment là où il y a vraiment beaucoup d'expatriés. Genre, moi, je pensais à Ziguinchor, c'est dans le sud du pays. Il y a énormément de Français là-bas parce qu'il y a des clubs med, des trucs comme ça. Et ben là, tu rentres dans un bar, il y a beaucoup d'expatriés, des gens qui vivent ici, hein. Et il y a du CNews et tout. Éric Zemmour a fait 666 voix aux dernières présidentielles ici au Sénégal. 666, voilà. C'est bien resté en tête. Ça lui va bien. Ça lui va très voilà. Et c'est Macron qui arrive au deuxième tour avec Marine Le Pen comme en France. Mais non, en fait, la consommation, moi je vois énormément de gens consommer du Yann Barthès. Et après, les jeunes sont pas mal sur TikTok aussi. Et en fait, ils consomment de la télé sur TikTok aussi. Oui, ok. Ouais. Même, d'ailleurs, il y a de plus en plus de directs sur TikTok qui, en fait, ça va être de la retransmission de flux de Web TV et tout. Et c'est ça. Et puis les extraits aussi, surtout. Hein. Les extraits, Comme là, la polémique avec Aya Nakamura, il y a beaucoup d'extraits avec Jean-Michel Apathy de Quotidien qui tournent. Ok. Et du coup, sur le Sénégal, moi j'avais envie dans cette émission qu'on parle un petit peu de ce qui se passe au Sénégal depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et comme tu disais là en intro, il y a l'élection présidentielle qui arrive. Du coup, là, on est rendu quoi, en mars, ça va être à quel moment Ça va être dimanche, c'est après-demain. Oui, c'est ok, après-demain. Premier tour. On enregistre le vendredi 22 mars pour info. Qu'est-ce que je voulais dire ? L'élection, elle était prévue à la base pour la fin février. Ouais, exact. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une bonne question, en fait, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé dans la tête du président. Non, en vrai, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une timeline très précise. C'est que, en fait, nous, entre journalistes, on spécule et on discute, etc. Est-ce qu'on pense que, sincèrement, Macky Sall, il regrette, parce que, alors, pour ceux, je vais donner un peu de contexte. Macky Sall a tenu un suspense pendant très longtemps en disant que peut-être... Macky Sall, président du Sénégal. Président du Sénégal, en laissant planer le doute sur le fait qu'éventuellement, il pourrait se présenter pour un troisième mandat. Pourquoi un troisième mandat ? En fait, c'est pas vraiment un troisième mandat, c'est un deuxième mandat. C'est un deuxième quinquennat, plutôt, parce que quand il était arrivé, c'était un septennat, et en fait, il a dit... je vais modifier, je vais faire... maintenant, ce sera un quinquennat. Et en fait, c'est pas rétroactif. Donc, du coup, il s'est dit, alors, je vais faire un deuxième quinquennat. Il s'est peut-être dit ça, tu vois. Mais il l'a jamais dit officiellement. Il a laissé planer le doute pendant super longtemps. À côté de ça, il y avait la crise avec l'opposant Ousmane Sonko, qui avait des affaires judiciaires, en fait, des accusations de viol, des condamnations, une condamnation pour diffamation envers le ministre du Tourisme. Donc, le pays, ça fait quand même, depuis 2020-2021, que en fait, on est dans une incertitude en permanence et en fait, on n'arrive même pas à voir plus loin que le bout de notre nez. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé du coup en janvier 2020 ? En janvier 2020, on est dans un contexte où il y a la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, en Côte d'Ivoire. Donc, le Sénégal est tenant du titre. Donc, les gens attendent qu'ils ramènent encore la coupe à la maison, ce qui n'est pas arrivé. Mais, donc, ce qui s'est passé pendant pendant que tout le monde avait les yeux rivés là-bas, il y a le Conseil constitutionnel, en fait, qui est censé statuer sur les personnes qui souhaitent se présenter à l'élection présidentielle et qui ont réuni assez de parrainage. Alors, c'est un système un peu compliqué, mais en gros, ça repose sur le système de signature
des maires qu'il y a en France. Donc, soit tu fais signer des maires, soit tu fais signer un certain grand nombre de citoyens pour que tu puisses te présenter à l'élection présidentielle. Donc, les personnes, le temps que ça se fasse, etc., il y a des histoires de doublons, de fichiers qui ne marchent pas, de clés USB qui ne marchent pas, enfin voilà, bon, bref. Et le Conseil constitutionnel a validé 19 candidats. Et puis, parmi ces candidats, quelqu'un n'a pas été sélectionné, c'est le fils du prédécesseur de Macky Sall, Abdoulaye Wade, qui s'appelle Karim Wade. Et Karim Wade, il n'a pas été sélectionné. Pourquoi ? En fait, il trouvait que c'était injuste parce que lui, on lui a dit, en fait, tu as une double nationalité, tu es franco-sénégalais. Et bon, c'est un peu chaud quand même parce que tu pourrais être un agent double, quelque chose comme ça. J'exagère, hein. J'exagère, mais c'est ça l'idée. Et pendant ce temps-là, il y avait une autre candidate qui avait aussi une double nationalité franco-libanaise, et elle a été validée. Et en plein milieu de nulle part, il y a ce Karim Wade qui lâche un tweet, je crois que c'est plutôt son parti, qui lâche un tweet en disant « Ah ben nous, on accuse Amadouba », donc là j'arrive au candidat, au challenger numéro 1, Amadouba d'avoir corrompu 2 membres de la Cour constitutionnelle. Alors, avec cette nouvelle-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Branle-bas de combat au niveau du parti de Macky Sall. Donc, son poulain, c'est Amadouba. Pardon, j'y viens là. Branle-bas de combat dans le parti de Macky Sall, où il décide en fait de suivre la théorie, ou de prendre au sérieux en tout cas les accusations de Karim Wade au sujet de cette histoire de corruption. Donc, ils vont voter une motion de censure à l'intérieur du parti pour valider une commission d'enquête parlementaire pour enquêter sur ce sujet-là. Sauf que là, il n'y a plus le temps. Ouais. Il n'y a plus le temps. Parce que là, on est rendu à quel moment ? Alors là, on est rendu vers le 20, 21, 22, 23 janvier. D'accord. Donc et un en fait, mois l'élection, avant. c'est dans un mois. Okay. Voilà. Et donc, les candidats, ils veulent se préparer, ils veulent y aller, etc. Et je crois que c'était un lundi, un mardi ou un mercredi, cette histoire-là. Et là, je me dis, franchement, c'est chaud. Je pense Macky Sall, il va repousser les élections. C'est impossible que le parti se soit réuni sans qu'il soit au courant de ce qui se passe par rapport à au fait de valider dans le sens du PDS, donc c'est le parti de Karim Wade, quelque chose qu'en fait, ils se sont jamais entendus. Mais jamais. Et c'est la première fois depuis 12 ans que là, soudainement, ils sont d'accord. On va faire une commission parlementaire sur le propre candidat de Macky Sall, sur le poulain de Macky Sall, Amadouba. Très bizarre. Bref, donc du coup, Macky Sall décide le vendredi de prendre la parole, d'annoncer qu'il allait parler le samedi, un peu comme Macron, hein, souvent il fait ça. Ouais. Et en fait, il annonce que en fait, cette accusation entachait la crédibilité en fait du processus électoral et donc du coup il fallait enquêter dessus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le Conseil constitutionnel n'était pas d'accord et en disant non, ces élections elles doivent se tenir quand même. Donc le lendemain de l'annonce du report des élections, il y a eu des manifestations. Pour le contexte, Ousmane Sonko était en prison, ainsi que Diomaye Faye, qui est son poulain, parce que étant condamné, Ousmane Sonko ne pouvait pas candidater en fait à la liste candidater à la présidentielle. Ouais. Donc il a nommé une personne qui s'appelle Diomaye Faye, Bassirou Diomaye Faye, et j'espère que vous le suivez. Franchement, je suis à peu près. Et donc du coup, en fait, donc dans ce contexte-là où il a été en prison, du coup, en fait, ça a un peu pété de partout. Il y a eu des manifs, et puis finalement, le Conseil constitutionnel lui dit non, c'est dans les plus brefs délais. Donc pendant une semaine, on était encore dans l'incertitude parce qu'en fait, le terme dans les plus brefs délais, ça ne veut rien dire. Non. On ne savait pas à quel point, en fait. Est-ce que la logistique était prête ? La commission électorale disait qui est censée organiser ces élections, disait que tout était prêt, que les urnes étaient déjà en place, etc. Donc on a attendu et puis un beau jour, ça s'est statué sur le 24 mars. Le 24 mars. Donc c'est ce dimanche, le premier tour. Et ce qui s'est passé entre-temps, c'est qu'il y a eu une loi d'amnistie qui est passée. Et que du coup, en fait, Ousmane Sonko a été libéré, Bassirou Diomaye Faye a été libéré, et une centaine de prisonniers, des gens qui n'ont fait que manifester, ou même des fois qui se trouvaient juste au mauvais endroit au mauvais moment et qui ont été débarqués.
de façon totalement arbitraire. Et en fait, l'amnistie court des émeutes de 2021, mars 2021, jusqu'à février 2024. Okay. C'est énorme. Et en fait, la petite inquiétude que moi j'ai, c'est qu'en fait, du coup, il y a eu quand même une quarantaine de morts suivant les différentes manifestations. Et en fait, la police, je pense qu'on ne pourra pas demander de compte à la police par rapport à ça, par rapport aux responsables au ministère de l'Intérieur, à la gendarmerie. Ah oui, parce que c'est une amnistie un peu globale qui fait il ne s'est rien passé, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, ok, je vois. En plus, c'est des adolescents. Enfin, ils ont tué des très jeunes qui ont été tués. Il y a eu des balles perdues. Je crois qu'il y a eu un garçon qui était apprenti mécanicien, mais je crois qu'il avait 11 ans ou quelque chose comme ça. J'ai vu des petits, des ados. Et oui, effectivement, je me souviens de la photo d'un très très jeune, quoi. Ouais. Donc voilà, je crois que c'est le meilleur résumé que j'ai jamais fait sur ce qui se passe au Sénégal. Franchement, mais franchement cool. Hein. C'est déjà, clair, je comprends un peu mieux ce qui se passe. Et puis voilà, les auditeuristes pourront remettre le podcast pour rajouter des écoutes. Et en plus mieux comprendre, donc c'est cool pour moi, c'est cool pour eux. Et non, mais en vrai, si on écoute ton explication et qu'après on va lire 2-3 articles, franchement, on recolle les morceaux et c'est assez cool parce que c'est vrai que c'est difficile. En fait, c'est toujours présenté un peu vaguement quand on voit ça. C'est Macky Sall décide de reporter les élections, etc. On n'a pas le contexte et on a vraiment juste l'image du dictateur africain qui veut pas sans dire qu'il n'y a pas une part de ça dans les intentions. C'est effectivement il y a tellement d'autres contextes qui font que. Et effectivement. Eh ben, on y a forcément pensé. Il a annoncé de ne pas se représenter du coup. Ouais, c'est ce qu'il avait promis. Non, là, il n'est pas candidat. En tout cas, il a quand même un poulain, comme tu dis. Il a un poulain qui s'appelle Amadouba, qui est vraiment... c'est une personne qui va représenter un peu la stabilité et la continuité, puisqu'on est quand même dans un contexte où, dans la région, on a le Mali qui est dans l'instabilité, le Niger qui est dans l'instabilité, le Burkina Faso qui est dans l'instabilité, la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau aussi qui va bientôt passer aux élections. On va voir comment ça va se passer. Guinée-Bissau, c'est le pays qui est enclavé dans le Sénégal. Non, ça c'est la Gambie. Ah oui, ça pardon. C'est la Gambie. Mais plus en ce moment, il y a j'ai vu, j'ai pas suivi, mais j'ai vu qu'il se passait des trucs aussi au niveau des filles, enfin des femmes en Gambie, non? Oui, il y a eu un parlementaire. Alors j'ai pas vu ça. Alors il y a un parlementaire qui a proposé de remettre la mutilation génitale comme étant autorisée pour les femmes, etc. Donc c'était vraiment très de nulle part. Hein. Franchement, c'est sorti de nulle part cette histoire. Et donc du coup il y a même eu des manifestations de femmes qui étaient pour ce retour-là, et en fait ils ont décidé juste pour l'instant de le reporter. Donc voilà, c'était assez affligeant en fait, parce qu'en plus ils le justifient comme étant une pratique dans la religion musulmane. Or c'est faux, c'est totalement faux, et voilà, donc je pense que c'est comme ça qu'ils le justifient aussi un peu en Égypte. Où là c'est un des plus forts taux d'excision en fait des femmes en Égypte. On croit souvent que c'est en Afrique subsaharienne, mais en Égypte c'est quelque chose aussi. Mais non, c'était affligeant, c'était vraiment affligeant ce qui s'est passé. Et du coup, en fait, pour répondre à ta question par rapport aux préoccupations par rapport à la Russie, mais en fait ici c'est inexistant. Ouais. Le mouvement France c'est pas du Dégage tout comme Burkina Faso, Niger et compagnie, quoi. Ouais, c'est moins présent, on en parle moins. Ok. C'est pas du tout dans les préoccupations. Je pense que oui, des fois tu vois des images sur Twitter qui disent oh là là, Macky Sall a serré la main de Vladimir Poutine et tout. Regardez, allez étudier en Russie et tout, mais pas plus que d'habitude, quoi. Enfin vraiment pas plus que d'habitude. Il y a plein d'étudiants qui partent en Chine, il y a plein d'étudiants qui partent en Russie, qui reviennent. Après l'échiquier, il est le suivant, c'est que la France, elle est en train, en ce moment, et même depuis les années 90, le début des années 90, en train de rejeter les étudiants, a fait apprendre moins d'étudiants, etc. Et en fait, c'est du soft power dont elle se prive 20 ans ou 30 ans plus tard. Et c'est ce qui est en train de se passer. Là, en ce moment, il y a énormément d'étudiants qui sont partis en Chine et en Russie, faute d'avoir pu aller en France ou aux États-Unis.
et donc du coup qui se tournent effectivement vers des interlocuteurs ou des employeurs russophones ou chinois qui sont aujourd'hui, en plus quand tu parles chinois et russe ou russe, parce que des fois c'est les deux qui parlent, c'est incroyable. Oui, ça t'ouvre en 2-3 fait, portes, c'est des quoi. perles rares. Ouais, c'est ça. C'est mieux Donc, qu'un anglais LV1, espagnol LV2, je pense, ouais. Je te jure. Donc du coup, c'est pas vraiment dans les préoccupations. Je pense que ça l'est plus au Mali, par exemple, où là vraiment on voit les gens de Feu Wagner, je sais plus comment ça s'appelle maintenant, mais c'est plus au Mali. Au Niger, je sais pas trop. Au Niger, là, il y a les États-Unis qui ont été kick out de là-bas. Et là, en fait, je pense que là, si le Sénégal rentre dans une forme d'instabilité, je pense que les États-Unis vont être très vénères. Personnellement, je pense que la France, elle est complètement aux fraises. Je pense que c'est pas du tout ce qui est en train de se jouer. Mais là, c'est les États-Unis qui ont beaucoup tweeté quand Macky Sall a repoussé les élections, parce que en fait, c'est vraiment le Sénégal, c'est le dernier pays qui est stable. Ouais, et c'est un des pays où il y a énormément d'investissements des États-Unis soit par l'USAID, soit au niveau des militaires. Enfin, c'est surtout que d'ici la fin de l'année, en fait, on va exploiter le pétrole et le gaz. Comment ? Et de Econ aussi, surtout, qui vraiment... Ah oui, Econ, il faut que je vous raconte. Ouais, il faut que je vous raconte. Et en fait, non, mais en fait, le pétrole et le gaz, en fait, c'est ça qui va arriver d'ici la fin de l'année, en fait, au Sénégal et qui va être exploité. Donc, c'est pour ça que les Américains, ils écoutent moyennement, là. Voilà. Très intéressant. Et en fait, j'avais envisagé aussi... qu'on parle de ce qui se passe au Congo, mais je pense que c'est vraiment tellement dense que je vais plutôt vous rediriger, si vous voulez, en 10 minutes avoir un aperçu vers la vidéo de Os Politique qui a fait sur Blast un peu une tentative de résumé comme ça en 10-15 minutes. Donc la vidéo, c'est de sa série, une nouvelle série, là, il y a eu 2-3 épisodes, qui s'appelle CDDM, le courrier diplomatique du dessous des mondes. C'est pas le simple des titres, mais oui. Mais dans le premier épisode, il dit oui, c'est débile et ça me fait rire et c'est comme ça que ça va s'appeler. Mais par contre, voilà, même si c'est un peu ponctué de blagues par-ci par-là, mine de rien, c'est quand même une porte d'entrée sur des sujets internationaux quand même vachement accessible et qui permet en fait de comprendre un peu sur les très grandes lignes et ensuite d'aller approfondir s'il y a besoin. Donc il y a une vidéo sur ce qui se passe au Congo en ce moment et qui découle évidemment de dizaines d'années. Voilà, si je vous redirige là-dessus. Ouais. Et sur le Congo, il y a aussi alors je sais pas s'il y a encore sur YouTube Arte. Alors là, c'est plus contextuel et c'est Arte. Du coup, il remonte un peu plus dans Mais justement, une partie sais qu'une partie des sources de la vidéo de Host est basée là-dessus et du coup il y a des extraits et une invitation aussi à se rediriger vers ce doc. C'est grâce à lui que j'ai regardé le doc du coup. Ouais. Alors je sais pas si c'est le même doc dont on parle, mais je crois que c'était la semaine dernière, Arte a passé un doc sur en immersion avec le M23. Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça. Ouais. C'est ça. D'accord. Ah si c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. C'est un ami à moi qui a réalisé ce doc, donc du coup, c'est très content qu'il en ait parlé. Bravo à lui. C'est cool. Il y a une autre actu qui est super intéressante, c'est Haïti. Ce qui se passe à Haïti, c'est avec les gangs. Et en fait, il y a le chef, le gars qui est à la tête du gang qui est en train de terroriser un peu la capitale et qui a fait que le Premier ministre, en fait, a démissionné la semaine dernière. En fait, il s'appelle... alors, j'ai oublié son prénom, mais... Barbecue, ouais, c'est son nom. Et c'est un ancien policier, en fait. C'est juste un policier qui en a eu marre de ne pas avoir les moyens de lutter contre les gangs. Et il y a eu une énorme évasion d'une prison. Et là, c'était vraiment la boîte de Pandore, quoi. C'est vraiment là, tout est... Ah, mais ce qui se passe là-bas, on n'a pas idée, surtout que... Mais oui. Faut prendre tout avec des pincettes, même ce que dit Barbecue, parce qu'il a fait le tour de toutes les télés. Et par contre, c'est la population pour le coup civile, hors gang, tout ce que tu veux, qui te fait tuer en pleine rue. Et encore une fois, tout ce qui se passe à Haïti, la France en est en partie responsable. Et il n'y a pas ni de réaction diplomatique, ni même de grande réaction médiatique, parce que pour le coup, la solidité, seule France 2 en a parlé, et le sujet était ce qu'il était, mais ça allait. Mais le reste...
C'est pas, mais c'est très très grave, oui, ce qui se passe à Haïti. Haïti, on est d'accord que concrètement, depuis le tremblement de terre en 2010, il y a la moitié du pays qui est en ruine. Et l'aide humanitaire, on ne sait pas où ça s'est passé, on ne sait pas qui elle a été volée. Ils se sont fait arnaquer par l'aide humanitaire. C'est-à-dire qu'il y a plein d'aides qui ne sont pas venues. Il y a des stars qui ont été là pour les photos. Enfin, ça a été. C'était pas un pays au top de sa forme avant ça, mais je veux dire, depuis ça, j'ai l'impression qu'ils ne sont jamais relevés, c'est même plus de l'instabilité, en fait. Ça fait 15 ans que c'est que chaque nouvelle qui arrive d'Haïti, c'est de pire en pire. Hein. C'est ça. Et en plus, quand il y a eu de l'aide internationale qui est arrivée, donc non seulement il y a eu de l'aide alimentaire qui a été détournée, mais en plus, il y a eu les casques bleus des Népalais qui sont arrivés avec le choléra, il me semble. Mais une maladie, mais ça a ravagé. C'était genre. Mais à n'en plus finir, c'était vraiment. C'était une spirale. Et puis après, voilà, il y a eu effectivement le Premier ministre qui a été assassiné. Enfin, ça n'arrête pas, quoi. Et en fait, c'est. Enfin, ouais. Et du coup, nous, on voit ça de loin. Enfin, moi, personnellement, j'ai jamais mis les pieds à Haïti. On voit ça de loin. En fait, on sait même plus par où prendre l'histoire, quoi. Enfin, il y avait des histoires de corruption avant le tremblement de terre, il y avait des problèmes, des gros soucis politiques, mais là, c'est-à-dire que, en fait, on entend parler de Haïti que quand il y a des problèmes, alors que avant, quand il y avait le tremblement de terre, il me semblait qu'il y avait un peu de touristes quand même. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y en a, il y avait un tout petit peu. Oui, il y a une partie, oui. Mais non, Haïti, depuis, enfin, il y a des très bons journalistes à Haïti. Pour le coup, c'est Mediapart, je crois, qui offre une place à un journaliste haïtien dont j'ai oublié le nom, mais là, ils ont même pas voix, quoi. Enfin, ils peuvent même pas faire leur travail correctement. Et non, c'est catastrophique et c'est mal relayé, faute de gens sur place et faute de sources, pour le coup, fiables. Mais non, Haïti, et comme tu l'as très bien dit, c'est vrai qu'en plus, on n'entend parler que quand on en entend parler, c'est-à-dire que c'est vraiment gravissime. C'est-à-dire que c'est jamais trop la fête, mais quand on entend parler, c'est que c'est encore plus grave que d'habitude. Ouais, et il y a un vrai côté, je trouve, à chaque fois qu'on en parle, c'est qu'il y a quelque chose de spectaculaire, quoi. Oui, là, c'est spectaculairement violent, c'est spectaculairement désolant, et en fait, c'est vraiment... le temps que les images nous arrivent, en fait, c'est déjà extrêmement grave, en fait, alors que la situation, elle est grave tout le temps, en fait. C'est ça. Et puis, je pense qu'il y a un désintérêt, parce que la France a une responsabilité aussi dedans, enfin... Je pense qu'il y a un truc, niveau diplomatique, en tout cas, c'est ça. Et du coup, là, médiatiquement, ça suit un peu, parce qu'on aurait les moyens de courir à Haïti. Mon père vient de l'île pas très très loin, qui est la Guadeloupe, et c'est possible de courir à Haïti. Donc voilà. Mais oui, non, beaucoup de pensées aux Haïtiens surtout, mais ouais. Ouais, bah oui. Et il y a la mainmise aussi des États-Unis. Aussi, le Canada aussi, parce qu'il y a une énorme communauté haïtienne à Montréal, enfin au Canada en général. Et en fait, il y a une vraie mainmise. Enfin, Blinken, avant d'être passé par Gaza, cette semaine, la semaine dernière, il était à Haïti. Donc, c'est fou, en fait, à quel point l'influence des États-Unis, elle est là. Et même, en plus, à chaque fois, ça part souvent, en plus, en théorie de complot par rapport aux États-Unis, en disant que c'est les États-Unis qui ont assassiné le Premier ministre, etc. Et en fait, finalement, c'est sa femme qui a été inculpée. Donc voilà, quoi. Il faut s'intéresser à ce pays. C'est vrai que c'est sa femme, c'est vrai. Beaucoup trop de tiroirs là-dedans. Oui, non, Haïti, c'est oui. On va clore cette séquence internationale, mais c'était vachement cool de parler de ça dans le podcast. On va se détendre un petit peu avec les bonnes actus. J'ai une question pour vous, mais je sais très bien que vous avez les réponses. Selon le maire de la ville d'Agde, mis en examen et actuellement en détention provisoire. Ça me déjà. Donc, selon le maire de la ville d'Agde, mis en examen et actuellement en détention provisoire pour corruption, qui l'aurait incité à commettre ces faits ? Alors, selon lui, ça dépend des versions. Ça peut être selon sa version à lui. Voilà, à lui et la créature surnaturelle, la voix de Voilà, très bonne réponse. Une créature surnaturelle, un démon. Voilà, j'ai pas tout suivi cette semaine, mais ça j'ai suivi. Alors. Ouais, j'ai découvert ça moi ce matin. Hein, pareil. Cette histoire de médium qui modifiait sa voix, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, on va remettre les choses à zéro.
Concrètement, il y a eu des histoires de corruption, d'argent détourné, de problèmes par-ci par-là, en tout cas d'agissements vraiment problématiques du maire de la ville d'Agde dans le sud. Et donc il a été mis en garde à vue pour ça, et il a expliqué agir sous l'emprise d'une créature maléfique qui lui ordonnait de faire tous ces trucs par téléphone. Et en fait, en recoupant les informations, ce maire consultait régulièrement une médium pour l'aider dans toutes ses décisions du quotidien. Mais cette médium, régulièrement, l'appelait en se faisant passer pour une créature maléfique, en modifiant sa voix, pour l'inciter à corrompre, notamment à son avantage, à l'avantage de la médium. J'ai vu qu'apparemment, voilà, la créature maléfique lui a dit « Il faut que tu détournes l'argent de la mairie pour refaire la véranda du frère de ta médium. » Et lui s'est dit « Ok, nickel, il n'y a aucun problème. » Il lui a payé son mariage aussi. Je me demande comment s'est passée la conversation. Là. Il n'a pas fait le lien sur le fait que la créature maléfique, vraiment, voulait très souvent que l'argent soit détourné pour sa médium, mais ou pour son entourage en tout cas. Voilà, quoi. Moi, je veux les conversations téléphoniques. Ouais, je veux une Paul Prime. Je veux une Paul là, s'il te plaît. Ouais, je veux un Prime. Non, je veux une télé, là, je veux vraiment tout. Une reconstitution, enfin, vraiment, c'est une histoire hallucinante, voilà. Là, c'est vraiment comment même la médium se dit ça peut marcher. Vraiment, je l'appelle. Apparemment, alors le truc, c'est que évidemment, ça finit quand même par lui retomber dessus. Il y a un moment où effectivement, tu peux pas te dire, tout va bien se passer, et puis voilà, et puis. Mais en tout cas, ça. Je veux dire. Hormis le côté judiciaire qui finit par lui retomber dessus, le côté purement pratique, en tout cas, ça a marché. C'est-à-dire que le premier jour où elle s'est dit « Écoute, je tente, je vais l'appeler et me faire passer pour un démon », ça a fonctionné, en tout cas. Ouais, comment tu te lances dans cette escroquerie-là, quoi, parce qu'il y a... En tant que médium, il y a plusieurs escroqueries à faire, mais celle-là, non, elle est audacieuse. Je pense que c'est après avoir beaucoup parlé avec lui, il s'est dit, ok, vraiment, il a vraiment une fixation sur ça, il y croit à fond sur ce type de truc-là. Et je pense qu'elle a cuisiné là-dessus, mais oui, mais là, actuellement, les deux sont en détention provisoire, alors on parle, mis en examen et... les deux, alors je sais pas du tout moi comment ça va être jugé ce truc-là, si la médium va prendre plus que le maire, pour moi c'est la logique de ça, et à la fois est-ce que le maire peut totalement se dédouaner en disant désolé mais moi là-bas je voulais pas faire ça, mais j'avais littéralement une créature maléfique qui m'obligeait sous menace de je ne sais quoi, donc il va falloir qu'il prouve l'emprise, parce qu'il peut jouer sur l'emprise après. Il peut, mais ça va être difficile. Mais en même temps, j'ai l'impression que ça s'annule un peu, parce que le gars est dépositaire quand même de l'État, donc c'est de l'argent qui ne lui appartient pas. Et du coup, je me dis, les deux s'annulent, quoi. Bah, c'est ça. Celui qui est en prise, mais tu devais être protégé aussi de ce genre d'emprise, même si c'était ça, en fait, t'as pas à prendre des trucs pour des choses personnelles. Si tu veux offrir un mariage à ta médium, c'est ton problème. Ta créature surnaturelle. Là, c'est vrai que c'est... Oui. Ce qui me faisait rire, moi, c'est les images d'illustration du maire, parce que très maire du Sud. Je pose la caméra face à la mer, et par-dessus, il s'est fait escroquer par une créature surnaturelle. C'était très drôle. Vraiment, parce que du coup, ils illustraient ça avec des images d'archives. Tu le vois marcher. Il serre la main sur un marché. Exactement. Il est très très maire du Sud, je trouve, dans sa manière de faire. Voilà, il serre la main à la commerçante, et puis en fait, tu sais pas, mais le matin même, il était au téléphone avec le démon. Voilà. C'était le reportage BFM, c'est BFM sur les réseaux sociaux, c'est celui-là que j'ai vu ce matin, et en fait, j'avais même pas lu le tweet, et j'avais juste vu le maire, le premier plan du maire qui marche vers la caméra, comme dans, je sais pas moi, comme dans The Office, ou je sais pas, voilà, c'est un reportage de Groland. Et en fait, je me suis dit, ça va partir en cacahuète, je sais pas pourquoi. Et là, j'ai activé le son et j'ai rigolé. C'était parti pour la grande rigolade. Non, mais c'est... Et puis, c'était juste... le surlignage par-dessus. Non, c'est incroyable. J'ai hâte de la mini-série France Télé. Parce que vraiment, ça va être incroyable. Moi, j'ai hâte du procès, surtout. Le procès aussi, le procès verbal, je veux le lire. C'est incroyable, cette histoire.
À suivre comment ça va évoluer cette histoire très très étrange, très très étrange, vraiment. Voilà, l'actualité parfois est surprenante. Bon. Pour finir la boucle de cette émission, on va revenir sur la télé, puisqu'il y a quand même un événement en cours dans le domaine de l'audiovisuel actuellement, c'est la commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur l'attribution des canaux de TNT, qu'on a beaucoup centré autour de Bolloré et de la galaxie Canal+, même s'il y a eu vraiment d'autres auditions récemment. J'ai vu que là, il y a 2-3 jours, il y a eu Xavier Niel qui a été auditionné, qui ne possède pas déjà qui distribue de la télé par ses box, mais qui essaye depuis de nombreuses années de récupérer un canal de la TNT et qui a essayé d'ailleurs de racheter M6 récemment. Il y a eu du coup, évidemment, on en a beaucoup parlé, les auditions de Vincent Bolloré et de Cyril Hanouna. Il y a eu aussi Pascal Praud, Laurence Ferrari et Sonia Mabrouk, qui étaient les trois auditionnés en même temps. Vous avez suivi ça vite fait ou pas peut-être Célia, je pense que tu as quand même... Oui. C'est pour le coup, si on parlait de doctorat, c'est mon sujet de doctorat, Vincent Bolloré, enfin les chaînes Bolloré. Et effectivement, on se focalise sur eux parce que ce sont les chaînes les plus problématiques sur la TNT, puisque le reste, à part des rediffusions de familles nombreuses ou des... Enfin voilà, c'est pas ou de Modern Family sur NRJ12. Effectivement, alors après, Vincent Bolloré ils avaient déjà été auditionnés par le Sénat l'année dernière. Vincent Bolloré, moi, c'est le qui est pas inquiet. Enfin, je pense que tout va bien. Il le vit très bien, quoi. Enfin, il le vit très bien. Il a sorti les mêmes. C'est vrai qu'il est en détente, mais c'est vrai qu'il est en détente. En fait, il est en détente surtout, mais même un truc quand même qui est vachement surprenant, c'est qu'il est vraiment aussi en détente sur l'aspect. Moi, je suis très riche, je viens d'une famille très riche, et vraiment sans aucun. Et voilà, enfin, il y a le côté vraiment. Comme en plus il met beaucoup en avant sa chrétienté, et il y a le côté vraiment je suis naturellement au-dessus du monde. De la mêlée. Ça, et en fait, de toute façon, sur la TNT, il est un peu inquiet, je pense que ça le ferait chier dans l'idée si on lui enlevait, mais il fera en sorte d'avoir une chaîne d'une autre manière. Enfin, c'est pas un... Là, c'est un plus, parce qu'il a le truc, gratuit, enfin, on s'entend, mais non, il n'est pas du tout inquiet. Ils ont un peu réussi, alors, la barre est très basse, mais à lui faire dire quand même que lorsqu'il ne croit pas en quelque chose, il ne le diffuse pas, donc c'est bien quand même qu'il intervient alors qu'il ne le disait pas. Mais à l'inverse, par contre, les trois mousquetaires, Pascal Praud, Laurence Ferrari, Sonia Mabrouk, c'était... des auditions ni faites ni à faire, mais Cyril Hanouna, je l'ai trouvé par contre beaucoup moins à l'aise. Je pensais qu'il allait l'être, il a fait 2-3 blagues. On va en parler justement. Mais je l'ai trouvé... alors, il a très bien réussi à orienter le sujet vers Louis Boyard, qui n'était pas du tout le sujet initial, mais c'est pas grave. Mais je pensais qu'il allait être encore plus à l'aise, sachant la manière dont son boss l'était. Je l'ai pas trouvé. Donc toi, tu as tout regardé l'audition de Cyril Hanouna? Tout, et 2 fois. Oh putain, bon, je crois que mon jeu est foiré. Arwa, t'as regardé ou pas? J'ai regardé, mais j'ai quitté au bout d'un moment parce que je crois que j'avais un rendez-vous. Je suis pas. Il y a que toi qui vas jouer alors, je crois. Ouais. Non, parce que je vous ai préparé un petit jeu, sur l'audition de Cyril Hanouna. C'est Cyril Hanouna. Après, celui d'Hanouna, je maîtrise moins que celui de Bolloré. Donc en vrai. Ok. Ouais, mais si tu as vu 2 fois, quand même, je pense que c'est à peu près bonne mémoire. Comment je pourrais appeler ce jeu? Cyril Hanouna dit ou Cyril Hanouna n'a pas dit? Voilà. C'est des citations. Alors, il y a certaines citations, je le dis en préambule, il y a certaines. Donc, c'est des citations qui sont soit vraies, soit fausses. Déjà. Donc il y a des citations qui sont vraiment des trucs que Cyril Hanouna a dit à la commission d'enquête et des citations que j'ai inventées de toutes pièces. D'accord. Il y a certaines vraies citations que j'ai concentrées pour que ce soit plus facile à dire, qu'il y ait pas de... mais par contre, vraiment sur le propos, c'est à peine changé. Voilà, je le dis, si jamais vous retrouvez les extraits texto,
c'est synthétisé, mais par contre, vraiment, rien ne change sur le propos. Je vais vous lire des citations. Ok. Donc, alors, je peux un petit peu essayer d'imiter Cyril Hanouna. Attends, comment Les chéris. Voilà. Oui, ça fait ça. Voilà, les chéris. Attention, première citation. Moi, le soir même où Louis Boyard est élu député, il m'envoie un SMS qui me dit « Cyril, c'est génial, maintenant je suis député, on va pouvoir faire des darkas. » Ouais, je pense qu'il l'a dit. Vraie citation ou fausse citation? Ouais, je pense qu'il a dit. Il l'a dit. C'est lié à la caisse parce qu'elle a dit en tête. Et oui, c'est une vraie citation de Cyril Hanouna. Et surtout qu'il commence l'audition avec ça, quasiment c'est dans les premiers... c'est un des premiers trucs et sur lequel, en plus, plus tard dans l'audition, quelqu'un revient là-dessus en disant la diffusion de conversations privées est normalement punie par la loi. Est-ce que vous avez eu l'autorisation de Louis Boyard pour diffuser ça? Et il a dit non, j'attends son procès. Truc comme ça. Et c'est pas David Guiraud qui lui dit ça en plus? Je crois, oui. J'ai trouvé là, le face-à-face. Donc apparemment, Louis Boyard lui aurait envoyé un SMS qui lui dit c'est génial, maintenant je suis député, on va pouvoir faire des darkas. Non, mais... Ah, ça à voir, vérifier si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Mais d'ailleurs, en parlant de Louis Boyard, il était vachement frustré de l'audition de Bolloré. Ouais, ça s'est mal passé avec Bolloré. Pardon, on revient à Cyril Hanouna, c'est pas. Non, mais en fait, le truc avec les autres, mais ça a été le cas pour Bolloré comme pour Hanouna, c'est qu'ils ont vraiment, ils ont essayé de rentrer dans des tunnels pour gagner du temps. Parce que l'audition, en fait, elle a un temps qui est donné. Ils ont essayé de ne pas dépasser le temps. Et donc, en fait, il y a une liste de députés qui avaient demandé à poser une question. Si on n'arrive pas au bout de la liste à la fin du temps réglementaire, c'est fini, quoi. Et vous savez qui a conseillé derrière Hanouna pour cette audition? Qui a fait Jean-François Aquili? Ça aurait pu. C'est Ségolène Royal. Ah, mais oui, si. C'est Ségolène Royal qui l'a préparé à cette audition. Voilà, c'est une espèce de rencontre des mondes comme ça, voilà. Allez, deuxième citation. Waouh. Moi, si j'appelle tout le monde ma petite beauté, c'est justement parce que moi, tout le monde est beau. Pour moi, pardon. Parce que pour moi, tout le monde est beau. Moi, je dirais qu'il l'a dit. Arwa dit. Moi, je dirais qu'il l'a dit. Ouais. Célia. Ça me dit rien. Mais non, ça me dit rien. Mais je l'aurais pas. Mais c'est tellement Hanouna que j'ai peut-être pas retenu, tu vois, ce qu'il a peut-être dit, tu vois. Il y a eu beaucoup de trucs, je crois, ça a duré 2h30. Voilà, après le coup de la darka, si tu veux, tout peut passer, tu vois. Je dirais non. Non, non, c'est moi qui l'ai inventé, celui-là. Bon. Mais c'est possible, hein. Mais c'est possible, hein. C'est pas... ça aurait pu. Moi, j'ai plein de femmes voilées dans mon public et on me reproche d'être islamophobe. Là, ça acquiesce. Je crois que ça a tourné. C'est une vraie citation. Ah oui. Ouais, il a même fait gagner un cadeau à une femme voilée. C'est comme ça qu'il commence aussi, en disant qu'on l'avait traité de, je sais plus quoi, d'islamo-gauchiste parce qu'il avait fait gagner quelque chose, je sais pas quoi, à une femme qui porte le voile. Vous avez dépassé le temps de parole, madame. Vous auriez été dans Fort Boyard, vous auriez perdu la clé. Entre parenthèses, rire. Est-ce qu'il a dit ça? Avec l'imitation. Vous avez dépassé le temps de parole, madame. Vous auriez été dans Fort Boyard, vous auriez perdu la clé. Oh là là, est-ce qu'il a dit ça? Oh là là. Moi, je dirais qu'il l'a dit. Moi, je dis qu'il a dit. Ouais. Célia donne la réponse. Il l'a dit. Il l'a dit, et je vais pas mentir, j'ai souri parce que quand même, oui. Et en plus, on sent qu'il, je sais pas s'il avait préparé cette vanne ou pas, mais on sent que il voulait la dire, quoi. Alors il y a celle, je l'ai pas noté, mais il y a celle du goûter là, ça il avait tellement préparé. Après il a fait son émission, il avait tous les chroniqueurs avaient des t-shirts. Il dit par contre moi à 16h30 je dois y aller parce que je dois prendre mon goûter, hein, et il rigole et après machin et bon et en fait après il a fait son TPMP en mode débrief
où évidemment c'était le grand. Enfin, il y a quand même 8 chroniqueurs autour de lui qui lui font la révérence verbale en continu. Oh là là, vraiment super. Comment t'as été? Eux, ils étaient horribles sur toi, machin. Ils avaient tous un t-shirt avec marqué "C'est l'heure du goûter", en ref à sa à sa punchline incroyable. Mais c'est ouf ça quand même. Puis il a bien attendu un moment de silence pour le dire. Enfin, la phrase n'a rien à voir avec l'audition. C'est juste qu'on lui dit l'audition dure 2 heures. Il dit oui, d'ailleurs, à 16h30, je dois y aller, je fais un direct. Et c'est aussi l'heure à laquelle je prends mon goûter. Voilà. Et il regarde, il attend un rire. T'es à l'Assemblée nationale, donc il n'y en a pas. Et oui, non, c'est. Mais l'émission d'après, c'est plutôt des gens qui soufflent, du coup, même. Et du coup, oui. Alors, autre citation. Attention. J'aurais préféré qu'à la place de cette commission, on en discute tous autour d'un grand barbecue. Je suis sûr qu'on aurait tous été plus détendus avec des brochettes. Alors moi, je vois plus Célia, donc du coup, je peux pas lire sur son visage. C'est bien, très bien. Moi, je reste sur... Moi, je pense qu'il l'a dit. Moi, je reste encore sur la même réponse pour les trois questions, mais je dirais qu'il l'a dit. Parce qu'en fait, il ose tout, ce gars-là. Enfin, bon, bref. Mais ouais, je pense que peut-être qu'il a dit, ouais. Moi, je dirais que oui. Célia. Mais j'ai quand même le doute, tu vois. Mais non, il l'a pas dit. Enfin, ça me dit rien, mais j'ai quand même le doute. À un moment donné, je me dis, est-ce qu'il aurait pas pu dire ça? Parce que je sais qu'il a beaucoup parlé du fait qu'il était fier d'être là. Enfin, bref, alors t'es en audition. Mais non, il l'a pas dit. Non, il l'a pas dit. Non, je l'ai inventé. Mais j'ai quand même un doute, tu vois. J'ai l'image aussi, en fait, et j'ai quand même un doute. Alors, citation suivante. Désolé. Je veux bien continuer à répondre à vos questions, mais je veux qu'on reste dans une ambiance d'arca, comme j'aime à dire, parce que là, ça vire à la racera, je vous le dis. Oh. Moi, je vais dire qu'il l'a pas dit. Non, je l'ai inventé aussi. Ok, c'est bon. Mais ça aurait été incroyable. Ça aurait été bien. Un jour, on m'a dit, faut que t'arrêtes de mettre les sardines de Patrick Sébastien. J'ai répondu qu'il n'en était pas question. Je suis pas possible. Va crever. Moi, ça me terrorise, en fait, ce questionnaire. C'est terrifiant. C'est vraiment terrifiant. C'est terrifiant parce que j'ai des flashs de la salle, t'as Jacobelli du RN en face, ça s'appelle un PTSD, voilà. Ça s'appelle un PTSD. C'est vraiment ça, c'est horrible. T'es sûr d'avoir bien choisi ta thèse, là Moi, je veux dire qu'il m'a dit en mode on peut plus rien dire ou je sais pas quoi, dans un contexte de ce genre-là. Eh ben, il l'a dit, tout à fait, il l'a dit. Et voilà, en fait, c'est la direction. Enfin, il dit que l'ancienne direction lui aurait dit, voilà, ouais, faut arrêter avec les sardines de Patrick Sébastien, c'est trop... Enfin, en fait, il a dit ça un peu pour faire genre, ouais, c'est trop, soi-disant, on lui aurait reproché d'être trop prolo, trop populaire, trop à la queue leu, machin. Et il a dit, non, moi, c'est ma France, je continuerai, quoi. C'est un peu le message qu'il a voulu faire passer. Waouh, vraiment, on a chacun nos combats, hein, vraiment. Ah oui. J'en ai encore 4. Ouais. Si aujourd'hui, moi, je suis devant une commission de l'Assemblée nationale, Coluche, lui, s'il était toujours vivant, il aurait été directement en prison. Ouais, je pense que oui. Ouais, facile. Parce que ça rentre souvent dans le discours, on peut plus rien dire. Ah, Célia est en hésitation. Ouais, j'ai un doute parce que je sais qu'il a dit tellement de trucs sur le on ne peut plus rien dire, mais j'ai pas souvenir de Coluche au milieu, le pauvre. Non, il l'a pas dit. Pour moi, il l'a pas dit, mais c'est possible qu'il l'ait dit. Là, pour le coup, ouais, je dirais non. Un moment d'inattention, peut-être, de ta part. Ouais, j'ai oublié, ouais, où je me suis dit... Non, il l'a pas dit, mais effectivement, il est beaucoup revenu sur avant. Enfin, il y a vraiment un discours du... voilà, avant, on m'aurait jamais posé toutes ces questions parce qu'on pouvait tout dire et tout faire des blagues et machin, et on n'aurait pas... Et étrangement... Et il n'est pas trop revenu sur son expérience au Morning Live, parce que pour le coup, là, si tu voulais faire des parallèles, il aurait pu le faire, et il ne l'a pas trop fait. Mais oui, c'était que ça. Enfin, une partie de son audition, c'était que on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire. Il n'a pas dit bobo parisien, mais tu l'entends
en sous-texte, voilà, les bien-pensants, machin. Moi, je parle pas à cette France-là de toute façon. De toute façon, voilà, c'est ça, vraiment... c'est son truc. Hein, c'est vraiment Exactement. Quotidien qui parle aux bobos parisiens et moi qui Exactement. parle au reste de la France, quoi. Exactement. Alors que Quotidien parle également à l'Afrique francophone. Et puis, je vais au Sénégal. Alors, j'en suis où? J'en suis à là. Ok. Suivante. Si j'avais le moindre soupçon de racisme à reprocher à Jordan Bardella comme à n'importe qui d'autre, je ne l'aurais pas réinvité sur mon plateau. Ah là là. Il y a Ouais, des parce que, petites musiques d'attente, de réflexion. Franchement, c'est de la bigoterie, mais il en serait capable, quoi. Je pense. Je pense qu'il en serait capable. C'est de la bigoterie façon C8, quoi. Ouais. Moi, je pense qu'il l'a dit. Non, il l'a pas dit. Attends, parce qu'il a dit... Parce que j'ai pas le souvenir pareil de Bardella, parce que à chaque fois que on dit Bardella, j'ai l'anecdote de Bardella en tête, et là, je l'ai fait. Ah. Il a parlé de Bardella, mais justement, j'ai pas souvenir qu'il ait dit si jamais... Enfin, justement, il était dans « j'invite tout le monde ». Ouais. Peu importe les idées politiques et justement, même s'ils sont mais racistes. au point de dire ça, si j'avais le moindre soupçon de racisme, ouais. Non, il l'a pas dit, je l'ai inventé. Effectivement, il y a eu une discussion, Jordan Bardella, quelqu'un lui a posé une question là-dessus, sur le fait que Jordan Bardella était souvent sur le plateau, avec beaucoup de complaisance, et apparemment, il l'appelait Air Jordan sur ADPMP, je savais pas ça. Comment ça va, mon Air Jordan? Ok, je ne sais pas. Et j'ai pas la jeunesse de ce surnom, malheureusement. J'ai raté le moment, voilà. Mais j'ai vu que oui, il l'appelait Air Jordan. Ouais. Allez, encore 2. À part Louis Boyard, j'ai toujours respecté toutes les personnes qui sont venues sur mon plateau. Oui. Ouais, ça, il l'a dit. Vraiment le à part Louis Boyard, virgule. Tout le monde. Ça fait 10 ans que je fais l'émission. Non, il a dit à part Louis Boyard, j'ai jamais eu de problème avec mes invités. C'est comme ça qu'il l'a dit. Oh là là, est-ce que j'aurais mal retranscrit quelque chose? En tout cas, c'est vrai, mais alors tu me mets le Oui, c'est ça, ouais. Bon, le peu de vérifiez, faites vos propres recherches. Je sais plus, oui, voilà. Peut-être de la désinformation dans ce podcast, ce serait le premier. N'hésitez pas. Et la dernière, moi, tous les matins, je me réveille en me demandant qu'est-ce que je peux faire pour les femmes. Sur la question du droit des femmes, de discours sexistes, tout ça. J'ai un doute parce qu'il y a bien une phrase où il commence en disant les matins à quoi il pense. Mais je sais plus s'il pense aux femmes ou c'est ce qui peut faire rire les gens. Enfin, ce qui peut divertir la France. Il y a un truc comme ça, il avait tout un... Ah là, je sais plus. Ben, il l'a dit, tout à fait. Et justement, c'était... ça faisait suite à des questions sur les éventuels dérapages sexistes qu'il pouvait y avoir dans son émission aussi, je crois. Je sais plus si c'était totalement lié, mais sur l'interview récente de Loana. Loana, ils ont tout enchaîné, etc. Et donc voilà. Ah oui. Tous les matins, je me réveille en demandant qu'est-ce que je peux faire pour les gens et qu'est-ce que je peux faire pour les femmes. C'est bien qu'il il a vraiment rajouté qu'est-ce que je peux faire pour les femmes. Pour les femmes, non mais ça m'étonne pas. Donc voilà. C'est bien. le quiz Hanouna à l'Assemblée. Effectivement, c'était le. Moi, je pensais qu'il foutrait un peu plus le bordel que ça, mais mine de rien, moi, ça a quand même ressemblé vraiment à ce à quoi je m'attendais, à savoir qu'il allait clairement profiter de cette commission pour placer plein de petites vannes dans le but de faire une séquence pour son émission le soir en disant regardez ce que j'ai fait à l'Assemblée, machin. C'est exactement ce qui s'est passé. Et la séquence où il débriefe ça avec tous les chroniqueurs qui ont le t-shirt, etc. Elle est lunaire. Elle est lunaire de. Enfin, moi, c'est Allô la Mivilude. Ouais, c'est exactement ça. T'as un côté de mais c'est pas possible. Enfin, c'est joué. C'est un peu comme certaines scènes de télé-réalité où tu dis c'est joué. Enfin, c'est forcément joué. Là, c'était un peu pareil. T'as du mal à croire que parce qu'il y a l'aspect chroniqueur. Donc au pire, tu dis ils sont payés à la fin. Il y a quand même l'aspect pécunier puis la visibilité. C'est le public, moi. Le public, les gens sur les réseaux, c'est des gens qui sont pas payés, c'est
c'est hallucinant. Et moi, je me demande quand même s'il trouve qu'il a réussi ou pas. Parce que oui, il a pu faire des séquences, mais comme tu le dis, étant Hanouna, je pensais qu'il irait plus loin. Tu vois, je l'ai trouvé pas timide, mais pas... Ouais. Il a répondu à aucune question. Ça, par contre, il a très bien répondu. Ça, c'est clair. Il répond pas, il va à côté, il essaye de s'engager dans les tunnels, et il y a que vraiment sur la fin. Alors, pour avoir un peu entendu parler, on va dire, des coulisses, je vous conseille d'aller voir encore sur Blast. Beaucoup trop de blast dans les conseils, mais l'émission La France Impair qui est sur Twitch et qui est rediffusée donc sur la chaîne YouTube de Blast, il y a Aurélien Saint-Toul. Est-ce que j'écorche son nom ou est-ce que c'est son nom ? C'est ça. Donc lui, c'est le rapporteur de la commission qui fait partie de LFI et qui était invité et qui a parlé un petit peu de comment ça se passait. Et notamment, donc lui, le rapporteur, disait que il était un peu fâché de la façon dont le président de la commission gérait les temps de parole et notamment avait du mal à couper les auditionnés quand ça partait trop à l'ouest, et avec Cyril Hanouna c'était systématique. Et c'est vrai que sur l'audition de Cyril Hanouna, il y a vraiment que sur le dernier 5e, on va dire, du truc, où là, il est vraiment coupé. Dès qu'il commence à partir ailleurs, il est coupé. Et je sais que c'est Aurélien Saint-Toul qui a commencé à dire là, par contre, il faut faire quelque chose parce que là, ça... C'est insupportable. Ah non, et non, tout le long, c'est ça. Et je dirais même plus que Vincent Bolloré. Parce que Vincent Bolloré, c'est pas qu'il répondait pas, c'est qu'il répondait, il mentait. C'est juste qu'il il est juste en train de mentir, mais il répond quand même. Il répond en mentant, mais il répond. Alors que Hanouna, le truc sur Louis Boyard, par exemple, c'est assez lunaire aussi, parce que c'est pas la question qu'on lui pose. Il y a plusieurs reprises. Il y a plein de moments où on lui pose une autre question, machin, il fait blablabla, parce que Louis Boyard. Et puis alors, je vais vous dire, moi, Louis Boyard, j'ai pris l'apéro une fois avec lui et il me dit attends, rien à voir la question déjà. Et même si la question portait sur Louis Boyard, tu serais parti trop loin, donc encore plus loin pour une question qui n'a aucun rapport avec Louis Boyard. Et il est obsédé par Louis Boyard. Et en fait, ça fait même limite peur pour Louis Boyard, pour le coup. Parce que tu sens qu'il y a, parce qu'au-delà de l'aspect, comme tu dis, il se met dans un tunnel pour pas répondre, tu sens qu'il y a une vraie rancœur, sans faire de la psychologie de comptoir, tu sens quand même que, il y a Louis Boyard, quoi. Il y a une vraie blessure. Je sais pas si c'est une blessure, mais il y a un truc, Louis Boyard. J'ai vraiment que je lui demande comment ça va. Petite obsession. Louis Boyard. Ouais, Louis Boyard. En fait, mais en vrai, cette commission, il y a plein de trucs à dire sur le fond et sur la forme, en fait, parce que moi, je regarde tout le temps les commissions, quelles qu'elles soient, et même sur des sujets qui ne m'intéressent pas a priori nécessairement. Et en fait, t'apprends plein de trucs. En fait, moi, c'est depuis le fonds Marianne, je crois, je suis une grande fan des chaînes YouTube qui diffusent les commissions d'enquête, les commissions sénatoriales. Les commissions sénatoriales et les commissions... d'enquête. D'enquête parlementaire. Pas forcément les commissions des lois. Non, pas la commission des lois. Ça, j'avoue que... Oui, c'est vrai que je regarde pas ça. En revanche, les commissions d'enquête, ça m'intéresse énormément parce que, bon, en tant que journaliste, même en tant que sociologue, tu poses beaucoup de questions à tes sujets. Mais aussi, moi, j'observe vachement le comportement, en fait, des députés ou des sénateurs avec la personne qu'elle interroge. Déjà, il y a l'espace dans la salle, parce que je pense que Cyril Hanouna, s'il n'a pas pu faire le clown, c'est parce qu'il était à 2 km de ces gens-là. Oui, et que, ouais, il y a l'espace, tout le rapport à l'espace, en fait, dans ces commissions-là. Et en fait, il y a un autre truc aussi, il y a l'aspect où, effectivement, tu fais perdre du temps en racontant tout et n'importe quoi. Donc, tu racontes ton parcours, c'est normal, parce qu'au début, il y a 10 minutes où la personne qui est interrogée, elle est censée se présenter. Voilà, elle est invitée à le faire, et c'est 10 minutes. Donc, les 10 minutes, je trouve que c'est long. C'est très long de meubler 10 minutes, peut-être 5 minutes. J'ai regardé la commission avec Jean-Baptiste Rivoire, j'ai regardé la commission avec Olivier Schrammeck, j'ai regardé et tout. Et en fait, par exemple, Olivier Schrammeck, il fait tout l'historique du CSA, c'est insupportable. C'était ancien président du CSA, l'ancien nom de l'ARCOM. Oui, voilà, c'est ça. Qui a été insulté par Hanouna, d'ailleurs. Insulté dans le programme, ouais, effectivement. Et moi, je voulais justement l'entendre par rapport à ça. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai lâché. Je ne sais pas s'il a été interrogé par rapport à ça. Parce que d'après ce que j'ai compris, il y avait des tongs avec le nom d'Olivier Schrammeck. Et en fait, les gens pouvaient... qui étaient distribués dans TPMP. Enfin, voilà. D'accord. En tout cas, non, c'est allé super loin. C'est allé super loin, oui. Il y a eu des menaces. Et en plus, c'est ce qui a été fait à la
télévision avec le public, mais je pense, connaissant Hanouna et Oui, même en ayant regardé le complément d'enquête, je pense qu'il est allé plus loin dans le Corbeau. Ouais. Mais effectivement, les commissions d'enquête, c'est parfait pour avoir. Mais Olivier Schramek, j'avais pas pu tenir. Tout l'historique sur le CSA, c'était ouais. Ouais, et la commission de Rachida Dati aussi, ça s'est pas très bien passé. Étonnant. Bon, en même temps, Rachida Dati, quoi. Étonnant. Mais bon, après, je trouve qu'elle partait pas mal en vrille pour rien. Elle était un peu susceptible, elle était sur la défensive, etc., comme souvent. Et donc, du coup, moi, je l'aime bien, j'ai une tendresse pour Rachida Dati, mais enfin... Elle a pas encore menacé ton chien de transformer en kebab. Ouais. C'est trop drôle, cette j'avais histoire regardé de chien celle avec Chiappa, qui avait été un naufrage en direct, c'était très jouissif à regarder. Parce que du coup, là, tu peux difficilement faire sur le fond Marianne, du coup. Ouais, c'était sur le fond Marianne. D'accord, ok. Mais elle était incapable de répondre à aucune question, parce que pour le coup, c'est pas du tout pour la défendre, loin de moi cette idée, mais je pense qu'elle était vraiment, elle ne comprenait pas les questions, quoi. Là, c'était vraiment un problème de compréhension. C'est vraiment, je trouve que elle, son audition, c'est vraiment symptomatique de la Startup Nation, des gens qui montent trop vite, trop haut, et qui comprennent pas en fait les enjeux de ton job description, là, je sais plus comment on dit, mais ta fiche de poste. Tu comprends pas ta fiche de poste, en fait. Tu comprends pas les enjeux. Elle avait aucune idée de ce qu'elle faisait là, hein, mais vraiment, c'était impressionnant. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qu'on lui a appris. Célia a vraiment dit, c'est pas pour la défendre, hein, mais je pense qu'elle était trop bête pour comprendre. Là, oui, j'avais compris que c'était pas pour la défendre. Je veux pas l'excuser, c'est pas une excuse d'être bête, tu vois. Tu peux être bête et essayer. Elle essayait même pas. Je pense qu'il lui avait appris, mais vous savez qu'en tant que secrétaire d'État, vous aviez le droit de faire ça. Elle l'apprenait en direct. J'avoue que j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder cette commission. Mais c'est terrible, quoi. Tu dis, elle a quand même une famille, des trucs. Et non, c'était une humiliation publique. Ouais. Elle a aucun sens des responsabilités, en fait, qu'on lui a donné, tu vois. C'est vraiment... Et puis, moi, personnellement, j'ai eu le sentiment que on était sur une audition avec des lycéens qui n'ont pas fait leur TPE correctement. C'est tout. Tu vois. Voilà. Non, mais régalez-vous sur les sections vidéo de Sénat.fr et de Assemblée-nationale.fr, parce que là, il y a du contenu. Exactement. Sur les commissions récentes, comme c'est un peu médiatique, la plupart sont sur YouTube, postés par LCP. Mais effectivement, après, vous pouvez retrouver même des archives plus anciennes sur les sites des deux assemblées. Et effectivement, c'est toujours intéressant de se plonger là-dedans. Oui. Voilà, écoutez, mine de rien, ça fait quand même un moment qu'on parle. Oui, c'est vrai. On va se quitter sur un petit mot de la fin. Arwa, qu'est-ce que tu comptes produire? Alors toi, à chaque fois, ça va être, je peux pas parler de mon travail parce que. Mais bref. Oui, je peux pas parler de mon travail. Toujours au CCRP. Vous allez, toujours à l'ECCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project. Donc, on a, là, je peux pas en parler vraiment. Mais je continue mes enquêtes toujours en Afrique de l'Ouest sur la corruption et les crimes organisés. Mais il y a aussi l'Europe que j'essaye d'atteindre, mais il y a un petit monopole de Mediapart, Le Monde. Mais voilà, quoi, ça s'adresse à un public anglophone, donc voilà. Et puis, sinon, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, Barquette de Lulu, @barquette de Lulu, et puis Twitter, Barquette de Lulu aussi, sauf que je m'appelle April O'Neil sur Twitter, donc voilà, en référence à la reporter dans Les Tortues Ninja, qui est noire, mais je crois que je l'ai dit dans le premier. Oui, tu l'as dit. Donc voilà, je répète pour ceux qui n'ont pas suivi au fond de la salle. Donc voilà. Ok. Et Célia, du coup, le blog, il reprend un petit peu Un petit peu, je vais essayer. Là, je vais faire un bilan mars du traitement de Gaza dans les JT. D'accord. Et sinon, oui, souhaitez-moi bon courage pour mon doctorat. Mais sinon, voilà, non, après, je continue certaines analyses, mais voilà. Oui, non, le blog va, comme d'habitude, épisodiquement, pardon. Et surtout en parallèle de mon travail salarié, puisqu'il faut payer mon loyer.
Donc voilà, mais oui, sinon je vais faire un bilan en mars. Et voilà. Ok, il y aura les liens dans la description et on suivra ça. Eh bien, merci à vous deux d'être revenus dans le millième tour. Bah oui, merci à toi de nous inviter. C'était chouette. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.